les émotions terriblement fortes que l'on ressent face à des objets ou des expériences de vie, c'est ce qui nous structure en tant qu'humain, en tant qu'individu, et c'est ce qui, avec le temps, font qui on est. Et si on est en plus des gens particulièrement sensibles et qui ont été dotés, peut-être aussi avec beaucoup de travail, de capacité à traduire et à retranscrire ces émotions, eh bien, l'émotion première est quelque chose que vous êtes toujours en train de rechercher. Vous êtes à l'affût de ces émotions. Et c'est cette capacité à générer de l'imaginaire qui me plaît dans un objet. Si cet objet est un objet qui finit, qui est harmonieux, beau et arrête par son harmonie et son équilibre la relation que j'ai avec, il ne m'intéresse plus. Donc, j'aime les objets incomplets, imparfaits. Donc cette relation aux objets est importante. Pour moi, les beaux objets, j'en ai rencontré tout au long de ma vie. Ce ne sont pas ceux que j'ai réalisés. J'ai réalisé beaucoup de show cars, de concept cars, de véhicules, puisque je travaillais pendant plus de 25 ans dans l'automobile. Donc j'ai pas mal de créations à mon actif qui, lorsque je les regarde, malheureusement, renvoient à mon imperfection et j'ai simplement manqué, à par endroits, à toucher ce qui était cette motivation, cette recherche d'excellence. Donc quand je les regarde, c'est plutôt, je regarde mes imperfections. Donc ce ne sont pas les objets que je préfère. Les objets que je préfère, ce sont ceux qui ont été réalisés par d'autres et qui ont été réalisés de manière spontanée, parfois même de manière... on a le sentiment qu'ils ont été générés. L'objet le plus récent qui appelle à mon émotion, c'est un objet que je viens d'acheter, qui est une Corvette Stingray 66, que je viens de ramener de Californie. Et tu parlais tout à l'heure, Anne-Marie, du nettoyage au coton-tige. Eh bien oui, j'admets, c'est exactement ce que je fais. Ça fait partie de mes plaisirs. Ma tête, je sors de moi-même et je bichonne ce bijou, qui en a beaucoup besoin, puisque c'est une grand-mère à 1966, donc elle est plutôt assez âgée. Elle est remarquable par ses formes, et pas parce qu'elle est belle, mais parce que c'est des formes qui ne sont pas utiles, qui ne sont pas fonctionnelles, qui sont irrationnelles. Et plus je trouve d'irrationnel dans une forme, plus elle m'intéresse. Donc là, typiquement, la Corvette Stingray 66 fait partie de cela. Par contre, ce goût vis-à-vis de cette forme a été partagé par beaucoup de collectionneurs, ce qui fait que c'est une voiture qui est très prisée, comme la DS. Et puis aussi, c'est quelque chose, c'est que cette voiture est la réalisation d'un rêve d'enfant. Si j'ai probablement été designer automobile, c'est que j'ai été saisie par la vue de cette voiture lorsque j'étais toute petite enfant. Et que c'est ce qui m'a amené finalement à faire du design automobile, travailler chez Renault, travailler chez JM. Là, j'en ai vu beaucoup, j'en ai touché beaucoup, mais elle n'était pas à moi, j'en ai enfin une. Et ça, c'est sûr que dans l'émotion, c'est bien plus que de la regarder. Je pense que dans l'émotion, il y a l'acte de posséder, aussi négatif peut-être parfois ça peut paraître, et la notion de possession est assez aussi intéressante. C'est une grande question, l'esthétique, et surtout lorsqu'il s'agit de travailler dans un univers industriel, et plus particulièrement, et c'est le cas aujourd'hui chez Dassault Systèmes, dans un univers industriel et immatériel, puisque Dassault Systèmes est un éditeur de logiciels, et donc par définition, le rapport qu'il peut y avoir dans une activité de design industriel, elle se fait en plus avec cette difficulté supplémentaire, cette complexité supplémentaire de le faire avec de l'immatériel. L'immatériel étant les univers 3D, la 3D étant un moyen, je dirais en effet, un outil, puisque c'est considéré comme un outil aujourd'hui par la plupart des designers, pour restituer finalement une intention de design sur un objet. Jusqu'à présent, on utilisait la maquette. La 3D a remplacé la maquette et aujourd'hui, la 3D est bien plus qu'une maquette puisqu'elle est, je dirais, elle incarne, de par ses caractéristiques, la totalité de l'intention de l'artiste. Donc, c'est immatériel et c'est un paradoxe. Le designer, travaille d'abord dans sa relation avec la matière. On sait très bien que c'est la main, la matière. Et la vraie question qu'on se pose ici, que je me pose tous les jours, c'est comment finalement maîtriser la matière, mais cette fois-ci immatérielle, la matière virtuelle.
Et c'est passionnant parce que la démarche de design ou la démarche esthétique est toujours la même. Elle est au cœur même, je dirais, d'une intention et d'une motivation de designer. Mais là, elle s'applique sur de l'immatériel, sur du code, sur du 01001. Ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire qu'il faut se préoccuper davantage et c'est typiquement ce que fait les designers, c'est-à-dire le process, davantage que la finalité. Alors, il y a deux façons de procéder. La façon prométhéenne du designer tel qu'on l'imagine, c'est-à-dire l'artiste qui a une intention très forte. On va dire, certains artistes le diront, je ne sais pas toujours ce que je cherche à faire et c'est dans mon process que je me trouve. Eh bien, il y a ce paradoxe aussi quand on travaille avec de la 3D. Le paradoxe de je veux faire un objet dont je sais exactement ce à quoi il doit ressembler. Et là, je dirais, c'est une conception réglée. On cherche véritablement à reproduire un objet, et je dis bien reproduire parce qu'on le reproduit à partir d'une, je dirais, de l'architectonique approche du design, où on reproduit à l'identique une idée, ou bien au contraire, on se positionne dans le numérique, dans ce qu'il y a de plus passionnant, qui sont les algorithmes, c'est-à-dire cette capacité pratiquement d'organisation un peu naturelle et organique, et qui donc permet d'accompagner ou voire même être un partenaire pour le créatif dans la création ou l'émergence de phénomènes esthétiques. Donc ces deux démarches, bien sûr, sont à combiner, surtout lorsqu'on est dans une démarche d'innovation, de créer quelque chose de nouveau. La plupart des personnes pensent que la 3D est un objet de type plutôt exécution, que c'est davantage, parce que ça a été d'abord et avant tout un outil qui a été convoqué par les ingénieurs, de façon à s'assurer de la performance de la réalisation industrielle en série d'un modèle. Donc on est bien dans la relation modèle-série. Et par contre, quand les designers appréhendent la 3D, très souvent, on identifie finalement ce rapport modèle-série au designer, qui est une erreur fondamentale. Le designer, finalement, attaque ou emprunte les outils de la 3D dans un objet complètement différent, qui est celui de véritablement imaginer le futur. Imaginer ce que pourra être finalement l'objet, voire même avoir du plaisir, puisqu'esthétique sans plaisir est quelquefois un peu difficile. L'esthétique est en fin de compte une recherche d'un plaisir esthétique. Eh bien, ça se fait dans cette interaction. Donc, on parle véritablement d'interaction où les objets disparaissent. C'est l'interaction en elle-même, puisque les objets de 3D que Dassault Systèmes manipule sont interactifs, permettent véritablement de mettre le créatif dans des environnements vraiment nouveaux, qui sont ceux des univers virtuels. On appelle ça des UNEX chez nous. Et ces UNEX sont des espaces absolument extraordinaires, un petit peu comme on voit dans le cinéma ou dans les jeux vidéo, de création d'imaginaires complètement fictifs, contrôlés par des dimensions qui sont essentiellement esthétiques ou éthiques, si on parle de serious game par exemple, ou d'univers virtuels qui seraient dans des buts ou des vocations, je dirais, à bénéfice, bons, des bénéfices bons et non pas uniquement performants. Et là, ces UNEX, ces environnements sont véritablement les nouveaux espaces d'expression de la créativité. Donc on sait très bien aussi qu'aujourd'hui, les designers sont ce que disent les Américains des digital grown up, donc la génération des milléniums, c'est-à-dire qu'ils sont nés avec des outils numériques dans les mains. Leurs mains, c'est pas forcément le crayon. Moi, j'ai commencé avec la plume, le crayon, et je reste très attachée à cette dimension du dessin. Eh bien, cette génération-là, la dimension tactile, c'est ces écrans tactiles, c'est cette profondeur de champ qu'il y a avec l'interaction avec les modèles numériques. Eh bien, cette façon de penser, maintenant, va s'inscrire dans ces environnements virtuels, et l'expression créative des designers va s'imprégner finalement de cette matière virtuelle pour créer des environnements, des univers dans lesquels on va peut-être définir à quoi ressemblera le monde de demain. Et c'est pour ça qu'il est absolument essentiel d'un point de vue sociétal de laisser s'exprimer dans ces technologies les créatifs et les designers et les artistes, parce que c'est eux qui équilibreront
ce fameux risque qu'il peut y avoir auprès de ces objets, à vouloir les voir comme des codes entièrement automatisés, ce qui est un petit peu, je dirais, quelquefois une sorte de fantasme de l'ingénieur, à vouloir maîtriser tout de manière automatique. Là, la seule façon de s'assurer que l'humain sera au cœur de ces dispositifs et au cœur de cette révolution, eh bien, c'est bien d'avoir de plus en plus de designers qui s'imprègnent de cette matière numérique dans leur création. Et plus il y en aura, plus on équilibrera cette fameuse balance que le Bauhaus avait établie au moment de la grande révolution industrielle, une sorte de contre-culture. Les designers s'exprimeront dans les environnements virtuels de façon à équilibrer la dimension esthétique et éthique avec la dimension de la performance qui est demandée dans cette société hyper consumériste.